Bonjour à tous, nous sommes en direct de l'hôpital Necker à l'espace plein ciel, que vous voyez un peu derrière moi, et comme toutes les semaines en fait, et je suis aujourd'hui avec Richard Delestre, bonjour. Bonjour, bonjour Damien. Enchanté, parce qu'on ne se connaît pas, on ne se connaissait pas avant aujourd'hui. Merci de prendre un peu de ton temps pour venir nous parler. Donc Richard Delestre, comédien, chanteur, on peut dire. Oui. Ce qui tombe très bien parce que le titre de l'émission, comme tu le sais, c'est « Il suffit de passer le pont ». Parce qu'en fait, j'aime beaucoup recevoir des artistes un peu multicasquettes, comme on dit, et qui pratiquent plusieurs métiers artistiques. Voilà. Alors, je ne sais pas si tu es au courant, mais l'émission commence toujours par un petit jeu. Un petit jeu. Alors là, j'ai été un peu cruel, je ne t'ai pas prévenu. Je suis désolé. C'est pas grave. Mais le jeu s'appelle 1 minute pour parler de soi. Donc tu as 1 minute, montre en main, pour nous dire ce que tu veux sur toi. Et quand je dis ce que tu veux, tu n'es pas obligé de nous dire ta date de naissance et ton nom. Tu peux aussi nous dire des choses beaucoup plus fantaisistes si l'envie te prend. Voilà, tu peux laisser libre cours à ta fantaisie et à ton imagination. Est-ce que tu es prêt ? Bon, bien, je suis prêt. C'est parti. Eh bien, c'est parti. Donc 1 minute pour parler de moi. Comme tu l'as précisé en entrée, donc je suis comédien, chanteur. Pas que ça, j'ai pas commencé par ça, mais peut-être que tout à l'heure, par le jeu des questions, on l'abordera. Donc j'ai pas commencé en étant comédien, chanteur directement. Évidemment, j'ai la chance de vivre de cette passion. Mais qu'est-ce que je peux dire de moi ? J'aime beaucoup, en fait, j'attache un grand intérêt à la nature et surtout à la montagne en fait. Une de mes grandes passions, c'est la montagne. Voilà. Donc j'essaie de faire, dès que je suis plus sur Paris, j'essaie de partir à la montagne et j'essaie d'initier mes 2 garçons. Voilà. Mes 2 jeunes garçons. Ça y est, maintenant ils commencent un peu à marcher, à grimper. C'est pas évident parce que la montagne, ça demande un effort. Et pour moi, c'est un peu une école de la vie, un peu la montagne. Voilà. On peut accéder à de la beauté, mais pour ça demande un effort, qui est l'effort de la marche, et qui est en même temps une espèce de nettoyage de l'esprit, je trouve, et qui fait du bien. Et ça permet de laisser ses soucis dans la vallée, d'être un petit peu en l'air, et on ne peut pas rester évidemment en l'air, il faut retourner parmi les hommes. Et donc on redescend dans la vallée, mais un peu nettoyé. Voilà, la minute c'est largement passée. Ouais, pardon. Tu vois, c'est très très court, 1 minute. Les gens souvent disent ouais. Voilà, 1 minute, qu'est-ce que je vais pouvoir dire ? Mais en fait, c'est très court. C'est marrant parce que ce que tu dis sur la montagne, je l'ai entendu sur la scène. C'est-à-dire qu'on laisse les soucis en coulisses ou en dehors de la scène. Et puis le moment du spectacle, au moins, on est ailleurs. En fait, on est peut-être même en hauteur, on peut dire. Alors. Je voudrais qu'on commence un peu par le commencement, que tu nous dises un petit peu ce qui t'a mené à faire ce métier. Alors, c'est une succession de hasards et de rencontres. Bon, c'est très banal ce que je dis. J'ai commencé en fait avec première rencontre avec le théâtre lorsque j'ai fait mon école d'ingénieur et que je suis monté sur Paris. Je ne suis pas parisien d'origine, je suis angevin, je suis né à Angers, voilà, il y a quelque temps maintenant, et le hasard des concours d'école d'ingénieur fait que j'ai une école sur Paris, donc je monte. J'ai fait donc l'école spéciale des travaux publics qui à l'époque était boulevard Saint-Germain, qui était dédoublée avec Cachan. Maintenant, de ce que je crois savoir, c'est que c'est entièrement à Cachan. J'intègre donc cette école en 1991. Et ce qui est très difficile sont les classes préparatoires avant. On travaille énormément, mais j'en garde un très très bon souvenir d'émulation entre les camarades de classe. Et il y a beaucoup d'activités en fait dans ces écoles d'ingénieurs. Il y a un club rugby, un club voile, un club, un club billard, voilà. Et puis il y a ce club théâtre. Voilà. J'avais jamais osé toucher au théâtre avant. C'est quelque chose qui me faisait rêver depuis très très longtemps. Et pour lequel j'avais jamais osé faire le pas. Bref, de façon assez timide, je vais frapper à la porte de ce club théâtre.
puisque ça s'appelait le Club Théâtre. Et puis là, ça s'est enchaîné assez vite, c'est-à-dire que bon, ils faisaient passer des auditions, et puis ils ont dû trouver qu'il y avait quelque chose qui était assez agréable, en tout cas qui jouait pas trop faux. Et puis j'ai commencé à jouer avec cette troupe. En pure distraction, en pur hobby de toute façon. Mais tu disais que tu avais un peu toujours rêvé de toucher au théâtre. Est-ce que c'est parce que tu en avais vu avant, tu t'es allé au théâtre ou Non. Alors, j'ai fait très peu j'ai dû aller au théâtre grâce... Alors là, je dois remercier l'école pour ça. Grâce à l'école. J'ai dû aller une fois ou deux au théâtre, et c'était au collège. Je me souviens très bien d'une pièce, c'était à Molière, mais je me souviens plus exactement si c'était le Malade imaginaire ou le Médecin malgré lui. Donc je suis allé une seule fois au théâtre. Mais il y avait quelques propensions à jouer un peu la comédie. Enfin, je me souviens d'un moment en CM2 où il fallait réciter les poésies. Je le faisais avec beaucoup d'engagement et ça faisait beaucoup sourire l'instituteur de l'époque. Qui me prenait en exemple, voilà. Bon, ça devait être très mauvais évidemment, mais je devais y mettre tellement d'énergie que ça devait le faire sourire. Et voilà, prendre la parole comme ça, c'est quelque chose que j'aimais bien, en tout cas avec un texte. Et non, mes parents n'étaient pas du tout... on habitait un tout petit village, donc la culture, c'était seulement la culture télévisuelle, donc c'était la télé. Alors évidemment, ce qui pouvait faire rêver, c'était les films ou c'était des shows d'émissions, j'imagine à la Drucker, etc. On voyait arriver des comédiens, des danseurs, bon. Mais ça restait quelque chose d'inaccessible en fait pour moi. Et arrivé sur Paris, ce club théâtre, je me dis je peux faire du théâtre. Et puis surtout, c'était pas payant en fait, puisque ça faisait partie de l'école. Une grande question pour mes parents, c'était si c'était payant, on le faisait pas, et ils avaient assez peu de revenus. Des revenus très modestes en tout cas. Et donc j'ai pu commencer en fait, à jouer des pièces. J'ai pris un grand plaisir à faire ça. Et puis quand on est en école d'ingénieur, enfin les écoles d'ingénieurs, beaucoup d'entreprises s'y intéressent puisque c'est le vivier de leurs futurs employés. Enfin en tout cas une certaine catégorie de leurs employés. Et finance quand même pas mal. Donc il y avait des moyens pour aller jouer dans les théâtres parisiens sur des courtes durées. Donc on se retrouve à jouer par exemple au théâtre des Déchargeurs qui existe encore aujourd'hui, là, qui est dans le cœur de Paris. Donc nous voilà sur scène pour jouer pendant, je ne sais plus, un mois peut-être. Et là, une directrice de casting, dont j'ai oublié le nom, vient me voir à l'issue d'une représentation en me demandant si j'étais disponible pour aller faire un casting parce qu'en fait, elle faisait des auditions pour une série télévisée. Donc j'étais très surpris parce que pour moi, je n'avais pas d'ambition en fait de ce côté-là. Pour moi, j'étais destiné à poursuivre mes études d'ingénieur, à faire ingénieur, à avoir une carrière d'ingénieur. Et je crois pas que je suis allé à l'audition d'ailleurs, j'étais, je crois, pétri de trouille en fait, donc j'y suis pas allé, ou j'ai pas dû la rappeler, enfin bon bref, j'y croyais pas. Dans le même temps en fait de cette troupe, j'avais passé les auditions au conservatoire municipal du 5e arrondissement, où j'avais été pris, voilà. Donc j'avais fait un peu quelques incursions au conservatoire à cette époque-là. J'ai fini mon école d'ingénieur, j'ai poursuivi avec d'autres études alliées à l'Institut d'administration des entreprises de Paris, parce que j'avais pas vraiment envie de rentrer sur le marché du travail. J'ai passé aussi le concours du conservatoire du 15e auquel j'étais accepté, voilà, mais j'ai fait quand même beaucoup l'école buissonnière parce que j'étais pris par les études, enfin bon bref, tout ça a été assez chaotique. Tu étais dans 2 conservatoires Non, après le 5e, j'étais au 15e. D'accord. Et ensuite, mais ils m'ont pas vu beaucoup. Et ensuite, il a fallu entrer dans la vie active. Enfin bon, je passe plusieurs étapes parce que... Bref. Et là, je commence à travailler dans une entreprise où là, ça m'a déplu tout de suite, en fait. Au bout d'une semaine, je savais que j'étais pas à ma place. Et il se trouvait que c'était une entreprise... Les gens à l'intérieur étaient plutôt sympathiques, mais la direction, pas du tout. Et... en tout cas, ça ne cadrait pas avec ce que je suis. Et ça a été pratiquement 3 ans de grandes galères. Et en fait, très rapidement, au bout des 3 premiers mois, j'ai demandé à une amie qui faisait partie de cette troupe de théâtre en école d'ingénieur comment je pouvais trouver un cours sur Paris où je puisse continuer.
Et là, en fait, elle m'a orienté sur un cours qui était à l'époque dans l'enceinte du Café de la Gare, où il y a tous les cours de danse, en fait, en plein cœur du Marais, là. Et le centre de danse du Marais qui est là. Ouais. Qui est là. Et cette dame s'appelait Jacqueline Duc. Elle est décédée depuis. Elle avait 70 ans à l'époque, un peu plus. Et elle avait un cours de théâtre classique, qu'elle donnait là. C'était une ancienne du Conservatoire national supérieur de Paris, d'art dramatique. Elle avait été pensionnaire à la Comédie Française pendant une quinzaine d'années, je crois. Elle en était sortie, puis après elle avait été directrice de casting pour le cinéma, pour la télé. Et en fait, c'est grâce à cette dame que j'ai fait le pas. Donc je suis arrivé à ce cours, un peu penaud, voilà, en passant une audition, en ayant extirpé une des scènes que j'avais dû préparer à l'époque quand j'étais au conservatoire. Et puis très rapidement, elle m'a prise un peu sous son aile. Il y avait quelques personnalités comme ça du cours qu'elle prenait un peu sous son aile. Et puis un jour, en plein cours, elle me dit « Mais Richard, qu'est-ce que tu veux faire comme métier ?» Je dis je suis ingénieur. Elle fait « Non mais ça je le sais. Je te pose une question qu'on pose aux enfants. » Voilà, c'est ça. Et devant tout le monde. Parce qu'il y avait une quinzaine, vingtaine, peut-être des fois une trentaine de personnes au cours. Elle me dit « Mais je te parle pas de ça. Qu'est-ce que tu veux faire vraiment ?» Et tout était dans le vraiment. Je savais pas trop quoi répondre. Il y a eu un blanc de 3 secondes, bien gênant. Et elle me dit mais tu veux faire en fait comédien. Et elle me dit il faut que tu fasses comédien, sinon tu vas être malheureux toute ta vie. Alors là, c'est très dur de recevoir ça devant tout le monde parce que en fait, c'est sans doute une chose dont je n'avais pas pleinement conscience. Mais au moment où elle l'a dit, j'ai senti un chamboulement à l'intérieur, presque une émotion montée. Donc par pudeur, on se la garde pour soi, on ravale les larmes, mais on se dit mais voilà, en fait c'est sans doute un vieux rêve et que je ne ferai jamais en fait. Et bien, grâce à cette dame, en fait, j'ai fait cette bascule parce qu'elle montait quelques pièces aussi de temps en temps et elle me distribuait dans ces pièces. Donc elle faisait appel à des vieilles connaissances qu'elle avait, de gens du théâtre, qui avaient vraiment fait toute leur carrière dans le théâtre. C'est comme ça que grâce à elle, j'ai joué avec une personne qui s'appelait, personne ne connaît aujourd'hui, je pense, sauf les vieux, de la vieille, qui s'appelait Maurice Coussonneau. Et j'ai découvert que ce Maurice Coussonneau, donc j'avais joué avec lui dans 2 pièces, dans Ruy Blas, où je faisais Don César de Bazan, qui a un rôle extraordinaire, et dans Les Fourberies de Scapin, où lui faisait Géronte, un des 2 vieux, tandis que je faisais Lucas. Et ce Maurice Coussonneau, en fait, a une histoire incroyable, puisque je découvre au fur et à mesure des répétitions, enfin, Jacqueline Duc me confie qu'en fait, ça a été le régisseur et un peu le bras droit de Jean Vilar. Bon, j'étais un peu ignare quand même à l'époque en théâtre, mais toujours curieux, donc je cours me ruer dans les livres, et je découvre qu'il y a un peu plus Jean Vilar, dont je connaissais vaguement le nom. Et puis je découvre qu'il est Maurice Coussonneau, donc c'est un type qui a connu Gérard Philippe, qui a joué avec Philippe Noiret, avec tous ces gens-là, quoi. Donc, et alors, hasard, je ne sais pas si... Hasard, c'est un type qui aimait bien boire, qui aimait bien le bon vin, donc dès que c'était plus à lui de jouer, en fait il me disait, il m'aimait bien, j'étais un petit jeuneau, donc il me disait Richard, tu répètes là, c'est nous 7 ? Non, bah... T'as pas soif, viens avec moi, on va aller boire un coup au café. Donc il demandait toujours une côte, donc une côte du Rhône. Il me dit une côte pour toi. Je dis non. Je dis, si tu vas prendre une côte toi aussi. Alors, mais qui buvait pas trop et qui ne boit pas trop de toute façon. Et puis il commence à me raconter en fait toutes ces histoires, toute l'aventure du Festival d'Avignon qui est monté par Villard et tout ça. Donc c'était extraordinaire. Et bref, tout ça pour dire que je me rends compte qu'en fait il est né à Angers comme moi. Et qu'à 50 ans d'intervalle, on avait fait le même lycée. Voilà, c'est une petite anecdote qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui était assez touchante. Et là, ça a été un symbole qui t'a frappé. Parce que le déclic est venu à ce moment-là, vraiment de se dire non, je ne suis pas fait pour travailler dans une boîte. Et puis je préfère monter sur scène. Alors oui, ça a été dans cette période-là, c'est-à-dire que c'était compliqué parce que donc j'étais pas du tout épanoui dans cette entreprise. J'étais pas le seul d'ailleurs, mais bon, en tout cas, voilà, moi j'étais pas du tout épanoui. Et c'était très étrange parce que donc je prenais ses cours avec cette dame, elle me faisait 2 ou 3 fois par semaine, elle montait des pièces, donc j'étais toujours fourré au cours de théâtre. Et elle montait des pièces, elle montait des scolaires, des fois pour les enfants. Donc je prenais des jours de congé, parce que les RTT, ça n'existait pas encore à l'époque, je crois. Et je prenais des demi-journées de congé pour aller jouer, en fait, Scapin, ou Médecin malgré lui, etc., en scolaire.
le jour où j'ai négocié un licenciement, un licenciement avec cette entreprise, ils me disaient mais on sait que tu cherches du travail ailleurs. Alors, moi j'étais très surpris, je me disais, ah bon, je cherche du travail ailleurs. Oui, oui, toutes ces demi-journées que tu prends, on sait que c'est pour aller passer les entretiens. Donc je savais à ce moment-là qu'en fait tout ce qu'il allait dire était de prêcher le faux pour savoir le vrai en fait. Oui. J'allais te demander justement si tu t'étais payé le plaisir de débarquer dans le bureau de ton directeur et de lui dire je quitte la boîte, je veux faire du théâtre. Non, alors non, j'ai pas fait ça parce que j'étais pas du tout certain de mon coup. J'avais pas du tout des parents fortunés ou aisés qui peuvent souvent aider leurs enfants à franchir des caps de 1, 2, 3 ans avant que... Donc j'avais absolument besoin de ces assédiques qui, sur une période de 2 ans, pouvaient me permettre en fait de commencer à creuser un réseau. Donc j'ai eu beaucoup de chance en fait. Non, je n'ai pas été fanfaron avec eux. Je me souviens quand même d'une phrase que ce chef d'entreprise a dite pour clôturer notre entretien de licenciement. Il m'a dit de toute façon, tu ne réussiras pas, tu n'as aucune volonté. J'ai trouvé ça tellement méchant et tellement mesquin que je préférais ne rien dire. Et je me suis dit, l'avenir parlera, on verra. Bon, je crois qu'aujourd'hui, il n'y a aucune démonstration. Terrible d'entendre des phrases pareilles. C'est terrible. Le prononcer surtout. Oui. Je pense qu'il était tellement rongé d'amertume que voilà. Mais je t'ai trouvé d'un self-control assez exemplaire, comme de ne pas lui dire la vérité, en fait, simplement. Qu'il y avait cette passion aussi derrière et que... parce que en fait, je pouvais pas du tout en parler car j'avais bien compris qu'il ne pourrait absolument pas comprendre en fait. Oui. Donc que j'avais surpris quelques conversations déjà autour de l'art ou des métiers de spectacle vivant qui m'avaient bien fait comprendre que tout ça c'était des métiers, c'était pas des métiers quoi en fait, c'était des gens qui passaient leur temps à s'amuser. Or, alors je le précise, je fais un peu une incise, je précise qu'aujourd'hui, en tant que comédien ou chanteur, ou même metteur en scène quand ça m'arrive, enfin je travaille beaucoup plus que quand je faisais le métier d'ingénieur en fait, puisqu'en fait c'est un peu du non-stop. Moi j'aimerais savoir, quand tu as compris qu'effectivement c'était la voie qui te convenait, le déclic, il vient d'où exactement ? Il vient de la sensation d'être sur scène, il vient des rôles travaillés, il vient des pièces, il vient... qu'est-ce qui est au premier plan ? Parce que j'ai souvent remarqué que la raison pour laquelle on s'engouffre dans un métier artistique quel qu'il soit, elle est assez diverse selon les gens en fait. Alors pour être tout à fait honnête, la première vraiment la sensation... Enfin, ce qui m'a vraiment donné envie de basculer dans ce métier de comédien, c'était effectivement les sensations et les émotions sur scène. Donc au début, j'étais assez peu sensible ou sensibilisé en fait au contenu, au texte. Voilà. C'était plus l'énergie que ça me demandait et l'émotion que les sensations que ça me procurait. Et j'avais cette sensation d'exister enfin. C'est quand même bizarre. Donc c'est dire à quel point dans la vie tous les jours, la vraie vie, je pouvais être un peu corseté. Voilà. Et là, j'avais l'impression de pouvoir m'exprimer et de pouvoir dire ce que j'avais à dire. Or, c'était pas ce que j'avais à dire, c'était les mots des auteurs en fait. L'auteur avait à dire, j'étais au service des mots de l'auteur, mais j'avais la licence de les dire en fait. Et je me disais, mais je me sens tellement mieux sur scène. Alors il y avait du trac évidemment, mais cette sensation d'être vivant surpassait le trac. Et ça provoquait beaucoup d'émotions. Donc, de toute façon, les métiers d'art sont des métiers, je pense au départ, d'émotion. Et c'est ça vraiment qui m'a révélé à ce métier en fait. Voilà. C'est ce que tu dis là. C'est une sensation que j'ai tellement entendue chez les artistes que ça me questionnait justement d'où elle vient, parce que cette idée que on se sent plus libre. Quand on nous impose le texte, et puis parfois même les déplacements, on a un metteur en scène qui nous met littéralement en scène, il nous dit où il faut être. C'est-à-dire que vraiment il y a peu de choses aussi cadrées qu'une pièce de théâtre, normalement, si c'est bien fait. Et étrangement,
on se sent plus libre que dans la vie de tous les jours, où on peut se dire qu'on est tout de même libre de nos mouvements, quoi. Oui, ça paraît extrêmement paradoxal, mais À quoi c'est je dû, crois d'après toi ? que c'est Villard, encore une fois de plus, qui disait le style, c'est l'homme sous contrainte. Et en fait, si on n'a pas de contrainte, la contrainte crée du jeu. J'ai souvent entendu Jean-Daniel Laval, avec qui je travaille encore, et j'ai travaillé longtemps avec lui, enfin, je travaille encore, mais depuis de nombreuses années, depuis 20 ans. Il nous disait souvent sur scène, mais c'est la contrainte crée le jeu, en fait. Et il vaut mieux avoir des contraintes, habiter toutes les contraintes, et c'est une fois qu'on habite toutes ces contraintes, en fait, de là vient une liberté. Ça paraît paradoxal, mais c'est comme ça. Ouais, c'est vrai que c'est une idée assez étrange, mais c'est comme si on disait à un enfant joue. Sans rien lui donner, voilà, joue. Il va peut-être pas trouver quoi faire, ou alors ça sera plus difficile pour lui que si on lui donne un jeu avec des règles Oui. et on lui dit joue, et là il va jouer et il va se sentir libre dans ce jeu. Enfin, et c'est ça je pense que c'est la même chose en fait au théâtre. Exactement. Là, je suis en train de lire un livre dans lequel il y a, à un moment donné, l'auteur dit. Bon, bref, ça parle. À un moment donné, il y a dans le livre une chanteuse ex-rockeuse. En fait, ça se situe un peu dans les années 80, à l'avènement de la New Wave. Et cette rockeuse a la nostalgie de ces années-là. Et donc, elle hurle sur scène. Enfin, et voilà, il la décrit un peu comme ça, en faisant n'importe quoi. Et il a cette phrase, alors je vais la citer approximativement, mais que je trouve, qui m'a amusé, que je trouve très juste. Elle avait cette sensation qu'en se libérant, elle avait du génie. Qu'en bravant les interdits, elle pouvait avoir de la créativité, etc. Et c'est pas du tout ça, en fait. Se libérer, faire n'importe quoi, c'est pas du génie. Quand certains pensent que lorsqu'ils voient une toile, je sais pas, d'art contemporain, etc., ils disent c'est n'importe quoi. Non, je pense qu'il y a des contraintes qu'on ne connaît pas parce qu'on ne s'est pas plongé dedans et ne connaît pas finalement la ligne directrice du créateur à ce moment-là. Mais toute contrainte, en fait, va générer une liberté. Mais encore faut-il la maîtriser complètement. C'est comme pour un texte au théâtre, ou c'est comme pour une partition de musique. Il faut en fait, il faut faire sien les mots ou sien les notes, complètement pour ne plus y penser. Donc c'est une vraie contrainte. Il y a des notes particulières sur une partition, il y a des mots très précis dans un texte. Mais une fois que c'est là, on a la liberté de l'habiter, et en fait, et peut-être d'être porté malgré nous par le sens en fait du texte ou de la mélodie, de la musique en fait, qui est imprimée dans ces notes ou dans ce texte. Et c'est ça qui vient à nous et qui nous donne cette sensation de liberté. C'est pas juste un mot, c'est pas juste une note, mais c'est l'ensemble qui, une fois digéré, en fait, révèle cette espèce de substance qu'a sans doute mis l'auteur ou le compositeur de façon presque pas inconsciente, mais sous-consciente, sans y penser consciemment. C'est sans doute le chemin secret des émotions. Et quand cette émotion rejaillit au cœur de, enfin, au travers de l'interprète, c'est sans doute ça, ce vent, ce souffle de liberté qu'on a. Et puis cette contrainte, on a aussi la liberté de l'enfreindre, enfin, ou de la contourner, ou de la modifier. Enfin, c'est un petit peu. Tu prends l'exemple de la musique, mais c'est vrai que quand on joue une œuvre musicale, quoi que ce soit, une étude de Chopin, effectivement, d'abord, il faut apprendre les notes. Une fois qu'on les connaît, on pourrait très bien ces notes les entrer dans un programme, un logiciel, et puis l'ordinateur nous joue le morceau complètement froidement. Voilà, mais ça, c'est justement, ça, c'est pas de l'art. L'art, c'est de bousculer un peu, et puis de jouer avec le tempo, de jouer avec les nuances. Et ça, on peut le faire que si on s'est astreint en préalable à l'apprentissage des notes. Et, puis et ça, je pense que c'est valable au théâtre et dans toute forme je crois que c'est valable même pour quoi que ce soit dans la vie, en fait. Qu'est-ce qui fait que dans la vie, on fait beaucoup de philosophie, j'ai l'impression là, mais que dans la vie, on se sent, comment dire, enfermé, enfin ce sentiment d'enfermement qu'on arrive à déjouer justement grâce à une expression artistique, d'où ça vient? Parce que finalement, on n'a pas tant que ça de contraintes dans la vie. Là, tu me poses une question vous avez 2 heures très philosophique et je pense pas être qualifié pour ça. Non, ce que je dirais, donc pour parler de mon cas personnel évidemment, si je repense, si je me redéroule le film, j'étais très ou trop sensible au regard des autres. Et c'est le regard des autres qui m'enfermait. Ne pas avoir confiance en soi, alors je
sais pas d'où ça vient, mais ça aussi, ça nous enferme en fait, hein. Ça nous limite, ça nous circonscrit à un territoire, enfin à une zone d'expression assez faible. Donc, je crois, en tout cas pour ce qui me concerne, c'était le regard des autres et venant d'un milieu social très très modeste, ça conditionne aussi en fait. On se dit on n'a pas le droit à certaines choses. Je me souviens très bien mon père qui, lorsque avec Jean-Daniel Laval, à la Compagnie de la Reine, on a été en résidence 13 ans au Théâtre Montansier de Versailles, un théâtre assez prestigieux, très très beau, théâtre 18e, inauguré sous Marie-Antoinette, enfin bref, très beau théâtre. Et mes parents sont venus, qui sont toujours en province, et à la fin de la pièce, on a rendez-vous dans le foyer, donc foyer 18e, très beau, des lustres, très clinquants, etc. Des moulures, des dorures. Et mon père est évidemment très très mal à l'aise par rapport à tout le spectateur ici là. Et il m'a dit, il est resté très peu de temps, il m'a dit ah bravo, c'est bien. Il fait mais je vais t'attendre dehors parce que je crois qu'il a sorti une phrase, c'est comme si j'avais pas le droit à ça. Voilà. Donc c'est s'autoriser, avoir droit ou pas droit à ça. Et ça enferme en fait. Et c'est surtout d'une grande tristesse, je trouve, qu'une personne ait ce sentiment-là. Je trouve qu'il y a un échec. Quelque part, on a échoué quoi, en tant que société. Tu vois, que des gens ne se sentent pas finalement ne se sentent pas méritoires par rapport à un théâtre. C'est qu'il y a eu au cours de l'éducation un échec quoi. Oui, sans doute, ouais. Alors que alors là pour rendre quand même hommage à tout le travail de Jean-Daniel Laval, lui il n'a eu de cesse en tout cas, et même aujourd'hui au théâtre de Fontenelle-Fleury où il est, c'est d'avoir un théâtre dit populaire, dans la lignée de Jean Vilar, et donc c'est tout ce qu'il a fait aussi comme travail à Versailles, où ça a amené toute une population qui n'allait pas forcément au théâtre, une autre population, sans doute celle qui disait oh non le théâtre c'est très élitiste, c'est pas pour moi, et en fait pas du tout. Et alors pour le coup une anecdote, comme tu me permets des digressions, toujours avec Jean-Daniel Laval, on a fait pendant 6 ans, et ça donc grâce à Jean-Daniel, mais aussi grâce à Gérard Holtz, qui maintenant, dans on va dire la deuxième partie ou troisième partie de sa vie, parce qu'il a eu plein de vies, ce Gérard Holtz, adore le théâtre et est venu jouer dans notre compagnie. Ce serait trop long, il faudra encore 1 heure pour ça. Et on a fait pendant 6 ans, il y a eu une très belle idée qui a été de jouer sur les étapes d'arrivée du Tour de France. Donc c'était du théâtre itinérant, il y avait une scène qui était montée par toute une équipe qui était mécénée, sponsorisée par Optique 2000. Donc c'était vraiment, il y a eu des gens courageux dans cette aventure. Et on jouait, et la volonté de Gérard, c'était de dire non, il faut jouer les auteurs français, et de notre patrimoine, de notre beau patrimoine. Donc on va jouer du Molière. Et je trouve ça quand même culotté, osé, de jouer en accès libre, en extérieur, du Molière, en disant ça va être grand public, tout le monde, lui étant ce qu'on appelle quand même une tête d'affiche, et qui est quelqu'un de très populaire, une célébrité populaire au bon sens du terme. On va jouer du Molière. On a tous les souvenirs, enfin certains Molières étudiés en classe de façon peut-être un peu rébarbative, etc. Et bien en fait cette tournée a eu un succès incroyable. On l'a fait pendant 6 années de suite, et d'année en année il y avait de plus en plus de monde. Il y a même eu une année où on l'a fait dans l'enceinte du château de Fougères, donc en Bretagne, où on a joué, il y avait entre 1700 et 2000 personnes qui ont vu cette représentation gratuite, offerte à tout le monde, puisque c'était sponsorisé par Optique 2000. Et tout ça pour en venir, on restait à la fin, on était à disposition un peu des gens. En fait, on collectait aussi, c'était gratuit, mais on était à la fin avec une Sibylle pour faire un peu, demander aux gens de faire un don pour le Téléthon. Les gens donnaient ce qu'ils voulaient, ce qu'ils pouvaient. Et beaucoup de gens nous ont dit c'est bien d'avoir actualisé le texte de Molière. On m'a dit non, mais c'est le texte. Ah non, parce qu'on a tout compris. Ah non, mais c'est le texte. Ah non, vous avez changé des mots quand même pour qu'on comprenne. Mais non, c'est le texte dans son intégralité. Enfin, dans son intégralité, il y avait peut-être des coupes à des moments, mais en tout cas, on n'a pas actualisé le texte. Comme quoi, il y a des préjugés énormes. Il y a des préjugés énormes.
et là où on est content, où on se dit là on a gagné en revanche, c'est que Molière, qui est considéré sans doute élitiste, on dit oh bon non, ça se joue à la Comédie Française, c'est pour les Parisiens, c'est pour les gens qui peuvent aller à la Comédie Française, bref, etc. Quand on l'étudie en classe, bon, des fois c'est pas forcément évident. Toutes les classes, tous les collèges n'ont pas forcément les moyens d'aller au théâtre, donc on l'étudie, on le lit. Mais comme disait Molière, le théâtre n'est pas fait pour être lu, il est fait pour être vu. Les gens assistent à une représentation du théâtre de Molière et se disent, mais en fait, on a tout compris, on a ri, c'est intelligent, en fait, c'est pour nous. Oui, exactement. Ouais. Et c'est fou parce que ça a évolué, le théâtre à l'origine, et je pense à l'opéra en particulier aussi. C'était des événements où justement le peuple allait avec un sandwich, un casse-croûte, on s'installait là, il y avait un opéra sur la scène. Enfin, à la base, c'était pas cet art élitiste qu'on peut voir aujourd'hui. L'opéra, j'ai l'impression que c'est encore pire que le théâtre, que vraiment on a l'impression que c'est vraiment fait uniquement pour les gens qui sont initiés à ça. Et c'est vrai que c'est bien d'œuvrer ce genre d'expérience-là. Sont un peu salutaires, je trouve, pour le métier. Ah oui, tout à fait. Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous parler d'autres projets en particulier auxquels tu as participé et qui t'ont marqué ou que tu voudrais partager ? Qui m'ont marqué, bon, alors si c'est toujours dans la ligne directrice, on part du commencement d'une ligne de vie, je vais quand même le faire rapidement. Donc j'arrête mon métier d'ingénieur, et là c'est vrai qu'il ne faut pas ménager ses efforts, il faut être avide de toutes les expériences. Donc j'ai fait des courts-métrages, des écoles de vidéo gratuitement, enfin des projets théâtraux montés avec 2 bouts de ficelle, pareil, payés au lance-pierre, voire pas du tout. Bon, bref, et les rencontres font que j'arrive dans la compagnie Colette Roumanoff, qui est la mère de Anne Roumanoff, en fait. Et un jour, c'est parce que j'avais rencontré une de ses filles et on avait discuté, mais sans doute trouvé très sympathique. Elle m'a dit ah oui, et il se trouvait que, grand hasard, elle m'avait vu jouer, totalement par hasard, dans une pièce, parce qu'une de ses copines jouait dans cette pièce. Elle m'a dit maintenant, à ton tour, viens me voir jouer, on joue à tel théâtre. Bon. C'était au théâtre Fontaine, dans le 9e, rue Pierre-Fontaine. Et il jouait des Molières. Donc la compagnie Colette Roumanoff, c'est une compagnie dite de répertoire. C'est un peu comme la Comédie Française, toute proportion gardée évidemment, mais il y a des pièces et ça tourne tout le long de l'année. Alors ça ne l'est plus aujourd'hui parce que la Covid a eu raison de cette compagnie. Ça, il faut quand même le dire. C'est-à-dire que l'équilibre financier dans les théâtres privés, c'est très compliqué. Colette Roumanoff a été courageuse pendant 25 ans, voire peut-être un peu plus, de maintenir à flot cette compagnie, où elle faisait la promotion, entre guillemets, du théâtre de Molière. Pas que, mais principalement Molière. Et bref, la Covid avait raison, mais donc il se trouvait qu'à cette époque, totalement par hasard, un comédien devait se faire remplacer pour 1 ou 2 dates, je crois, ou 3 dates. Et j'ai repris le rôle, en fait, pratiquement au pied levé. J'ai dû avoir eu une répétition. C'était un de mes premiers engagements professionnels, pour le coup. J'en ai eu quelques-uns avant, mais... Et me voilà balancé sur la scène, en faisant le rôle de Valère, voilà. Et c'est il y a eu 2 fois où j'ai des trous énormes dans ma vie, ça a été ce jour-là. Parce qu'à un moment, il y a un monologue et j'ai eu un trou. Et là, c'est vraiment, on a l'impression qu'il se passe 5 minutes. J'étais pétri de peur, mes camarades sur scène me regardaient et je lisais dans leurs yeux, écoute mon vieux, on est désolé mais là on peut vraiment pas venir à ton secours parce que là on est en plein dans ton monologue et ça va. Et puis bon, le texte est revenu, mais là et je me suis dit à l'issue de cette représentation, je me suis dit ça y est, enfin je me fais embaucher, je trouve un job et je vais me faire virer parce que j'ai pas été bon. Et en fait pas du tout, voilà. Tout s'est bien passé. Et donc, j'ai joué à partir de là avec la compagnie Roumanoff de 1999 à encore là, puisqu'on a on a quelques dates de tournée qui se poursuivent. Il y a une date de Tartuffe le week-end prochain à Quincy sous Sénart, voilà. Donc ça a été 20 années de bonheur avec une équipe de gens incroyables, en fait.
Ça, c'était un grand bonheur. Ensuite, parallèlement, j'ai commencé le chant, en fait, mais en parallèle. J'avais 30 ans quand j'ai commencé le chant, en fait, au conservatoire. Je suis entré un peu par hasard, encore une fois. Le chant lyrique. Le chant lyrique, oui. D'accord. Je suis entré un peu par hasard. J'écrivais un spectacle avec une copine, et puis spectacle musical, et quand je l'entendais, elle faisait du théâtre. Et puis, mais je connaissais pas, je l'avais jamais entendu chanter. Et l'entendant chanter, je me dis, mais il va falloir absolument que je prenne des cours de chant, parce que là, c'est pathétique ce que je vais chanter à côté. Bref, j'essaie de trouver quelques cours sur Paris, mais je n'avais absolument pas l'idée de faire du chant lyrique. Je me suis dit, je vais voir des cours de chant variété, jazz. J'ai pas été convaincu par les profs. Bon, déjà, j'avais personne qui ne pouvait me donner d'adresse, me recommander des cours. Bon, j'ai pas été convaincu par ces cours-là, que je suis allé voir. Et finalement, cette comédienne chanteuse me dit, écoute, viens au conservatoire où je suis. Elle donne des cours particuliers en privé, tu pourras voir avec elle. Le conservatoire, je sais pas, j'avais 30 ans, c'est fini pour les conservatoires en fait. En France, les limites d'âge, c'est rédhibitoire. Bref, je suis allé à ce conservatoire, qui était le conservatoire du 17e. Et puis là, ça a été un peu hallucinant. Je vous le raconte très rapidement en 20 secondes, je vais essayer. Donc, j'arrive, j'écoute ce cours de chant, j'entends des voix lyriques. Je suis médusé en fait. J'étais jamais allé à l'opéra. J'ai pu en entendre évidemment un peu. Alors si, quand j'étais en école d'ingénieur, j'allais à l'opéra Bastille parce qu'avec un copain, on allait à l'opéra. Mais là, entendre vraiment dans une salle de chant, quand c'est sur scène, ça crée une distance. C'est pas du tout la même chose. Et là, je suis quand même assez étonné. Bon. Et puis, les cours se terminent et elle me dit, bon alors, il paraît que vous voulez prendre des cours de chant. Oui, bon. Bien chanté maintenant. C'était presque ça. Et elle me dit, alors je sais plus par quoi elle commence, mais en gros, elle me dit, vous savez lire la musique? Je fais, non. Je suis, comme tous les élèves de collège, je sais lire à peu près la clé de sol. Ouais, elle commence déjà à hausser un peu les sourcils. Je me dis, oh là là. Et bien, oh, très bien, est-ce que vous savez jouer d'un instrument? Et puis là, je me dis, oh là là, non. Alors, je me sens tellement ridicule que j'essaie de faire de l'humour. Erreur grave. Et je dis, oui, enfin, comme tous les élèves de la 6e et la 3e, j'ai fait de la flûte à bec. Échec total de l'humour. Elle se retourne vers le pianiste accompagnateur. Et je me souviens de sa phrase, elle dit, ça promet. Je me sens vraiment, mais au comble du ridicule. Elle me dit, bon, alors, qu'est-ce que vous avez amené à chanter? Ah j'ai rien amené. Comment ça, vous n'avez rien amené? Si vous voulez apprendre à chanter, il faut quand même que je vous entende. Si vous n'avez rien amené, ça ne veut rien dire. Je me sens enfoncé sous terre, ridicule. Et puis comme j'avais 30 ans, je me dis, quand même, je vais pas me laisser emmerder quand même. Ça m'agace un peu qu'on me parle comme un gamin de 15 ans. Et puis elle me dit, je sais pas, chantez ce que vous voulez, je sais pas, au clair de la lune. Et piqué un peu dans mon orgueil, je me dis, elle m'agace et je vais chanter au clair de la lune. Et donc je prends une belle voix, je le fais un peu comme dans 3 hommes et un couffin, quand les 3 sont au-dessus du couffin qui chantent au clair de la lune. Je chante comme ça. Et en fait, elle se tourne vers le pianiste accompagnateur, elle dit, tu peux aller voir le directeur. Bon, bref, il revient, le directeur n'était pas là. Je sais plus trop ce qui se passe, ou s'il revient, et puis finalement il dit, non, c'est pas possible, en fait, il n'y a plus de place au conservatoire. Donc, bon, elle me dit, rappelez-moi, puis on verra ça un peu en dehors. Je ressors un peu fâché en me disant, Et puis en fait, ils m'ont rappelé le soir même, il y avait une soirée au conservatoire d'audition, et ils me rappellent, c'était le début des portables, j'avais un portable à cette époque-là, parce que j'avais quitté mon métier d'ingénieur. Et c'est ce pianiste accompagnateur qui m'appelle et qui me dit, voilà, je suis pianiste accompagnateur, vous vous souvenez, on s'est vu cet après-midi, on a reparlé en fait au directeur. Il y a en fait un élève qui est malade, qui a une maladie assez costaud là, il va pas être là pendant 1 mois, 1 mois et demi. Il vous propose de prendre le créneau gratuitement pendant 1 mois. Et oui. Je tombe encore sur des gens incroyables, voilà, comme cette prof de théâtre. Du coup, je vais à ce cours de chant. Le mois et demi se passe. Il y a les vacances et elle me dit, avant les vacances, elle me dit, bon, je ne sais pas si l'élève va revenir. S'il revient, tu pourras pas. Mais on se tient au courant. Bon,
les vacances, c'était les vacances de Pâques, je crois, quelque chose comme ça. Moi, j'étais sur un court-métrage à la sortie des vacances de Pâques, pas de coup de téléphone, je me dis, bon, bah, c'est mort. Je reçois un coup de téléphone en fin de tournage, elle me dit, bon, bah voilà, c'est Anne-Laure, en fait, il va revenir. Donc, bah écoute, tu peux pas revenir au conservatoire, mais c'est intéressant ta voix, donc on se rappelle pour des cours. Ah oui, puis pendant les cours, elle me disait, ah, mais dis donc, mais tu es ténor, toi, en fait. Donc, je savais pas quelle tessiture. T'es ténor, c'est bien, c'est rare. C'est rare, je sais pas, mais enfin, en tout cas, il y en a moins que des barytons. Et en fait, elle me rappelle 5 minutes après. Elle me dit, non, en fait, il ne vient pas aujourd'hui. Viens vite, le créneau est libre. Allez, viens, on va grappiller encore. Bon, dépêche-toi. Je dis, bah, donc c'était le 17e, j'étais dans le 15e, c'était un peu aux opposés. Bref, je cours, enfin bon, bref, voilà, j'arrive au conservatoire. Elle me dit, vite, on s'échauffe, voilà, vocalise. Bon, qu'est-ce que t'as amené ? Bah, j'ai rien amené, j'étais sur un tournage. Bon, c'est pas grave. Il y avait une précipitation que je ne comprenais pas. C'était quoi le dernier morceau que tu as fait ? Bah, c'était un bac. Ah, d'accord, c'est lequel ? Bah, c'était Bis Dubai Mir. Ah bon, on cherche dans la bibliothèque de partition, rien. Elle fait, c'est ça ? Oui, bah, on y va. Elle me dit, on le fait une fois ou deux. Reste là, j'appelle le directeur. Je comprends pas du tout ce qui se passe. Elle revient avec le directeur. Le directeur dit, bon, alors il paraît que votre professeur veut que je vous écoute. Et une audition. Et elle passe devant moi, elle fait, tu passes une audition devant le directeur. Alors évidemment, le taux d'adrénaline explose, je suis complètement pétri. Bref, je chante, il me demande de sortir. Je dois parler avec votre professeur. C'est très étrange quand on a 30 ans d'être traité en fait. Voilà. Bon, bref, je sors. Voilà, il discute, il ressort. Il s'en va, il me fait quelques pas. Il revient vers moi, il me fait... C'est bien ce que vous faites. Et il repart. Et la prof me dit, écoute, c'est super. En fait, l'élève a rappelé une autre fois pendant que j'étais dans le métro en disant que le pauvre, sa maladie l'handicaperait jusqu'à la fin de la saison. Et donc, le cours était disponible jusqu'en fin juin, début juillet. Et que le directeur m'acceptait à ce cours, bien que je sois hors de limite d'âge. Et je devais payer juste le prorata Donc, il y a eu des gens quand même incroyables qui m'ont mis le pied à l'étrier en fait. J'ai eu beaucoup de chance. Et donc maintenant le chant, tu en fais aussi dans des spectacles. Tu m'as parlé tout à l'heure d'un spectacle au Châtelet. Oui, alors là c'est aussi c'est incroyable. Donc avec les Frivolités Parisiennes, qui est un ensemble, une compagnie d'opéra, voilà, un ensemble orchestral, compagnie d'opéra. Qui a vraiment le vent en poupe, qui monte, qui fait beaucoup de choses intéressantes, dont le credo est d'exhumer un peu des œuvres du répertoire français un peu oubliées et un peu non jouées. Et là il se trouve que, alors c'est pas du répertoire français puisque c'est Cole Porter qui est en fait un compositeur américain, première moitié 20e, et ça a été une des personnalités les plus influentes et les plus riches de Broadway entre les années 20 et 50. Et pareil, c'est encore un concours de circonstances. Enfin, bon, déjà les Frivolités Parisiennes est un ensemble orchestral, une compagnie quand même très reconnue, donc qui joue très régulièrement dans les endroits voilà, très en vue. Et on devait monter ce spectacle en avril 2020. La Covid est là-dessus, confinement, bon. J'avais qu'une peur, c'est qu'ils annulent ce spectacle. Et ils disent non, on va le décaler d'un an. Bon, on le décale d'un an. Arrivé en mars 2021, la situation sanitaire était guère plus réjouissante, puisque 3 semaines après, en avril, il y avait un nouveau confinement. Bref, malgré tout, en mars, ils disent non, on monte quand même. On a accès au théâtre, on monte le spectacle. Comme ça, il sera prêt au moment où tous les théâtres ouvriront. Et puis, on va bien voir ce qui va se passer. On répète ce spectacle avec des péripéties, parce qu'on devait avoir 3 semaines de répétition, et puis le Covid nous est tombé dessus, donc par mesure de précaution, il y a eu 1 semaine qui a été sucrée, donc on se disait, oh, pour une fois qu'on a 3 semaines pour répéter, eh bien, ça va être super. Non, que 2 semaines, pétri de trouille, et ils disent, bah, il faut quand même qu'on fasse venir des directeurs de théâtre. Nous, on n'est pas tellement très contents, parce qu'on est fragile vocalement, on est fragile sur plein de choses, des changements de décor, etc., de costumes. Et puis finalement, dans la salle, il y avait le directeur du Châtelet et qui dit « Banco, moi je vous prends ». Donc incroyable. Voilà. Et donc on chante là, donc le spectacle s'intitule « Cole Porter in Paris ». C'est un spectacle musical sur les grands airs des comédies musicales de Cole Porter, qui raconte un peu aussi, entre les chants, entre les numéros de chant, il y a des scénettes très courtes,
ont plus à visée didactique pour évoquer la vie de Cole Porter et notamment sa période parisienne en fait, puisqu'il a vécu à Paris pendant une dizaine d'années, Cole Porter, juste après la Première Guerre mondiale. Et c'est un spectacle fabuleux parce que les musiques de Cole Porter sont tellement chaudes. Enfin, c'est vraiment du répertoire Broadway, jazz, incroyable. Et donc c'est une grande chance, c'est un vrai bonheur de pouvoir chanter ça et au Châtelet et en décembre en plus. Donc mois de décembre au Châtelet. Mois de décembre, du 11 décembre au 1er janvier. Et bah, si sauf les lundis. Voilà. Vous voulez voir Richard Delestre au Châtelet, bah voilà les dates, hein, c'est de décembre à janvier au Théâtre du Châtelet. Je vois vraiment le temps qui passe toujours trop vite, mais là... en fait, je suis bavard. Mais c'est très bien, c'est magnifique. Je voulais te remercier déjà d'être venu puis de nous avoir raconté tout ça. C'est vraiment passionnant. Merci. Je voulais remercier aussi Marie-Hélène, puisque c'est Marie-Hélène qui t'a donné mon nom. Voilà, merci. J'étais ravi de venir ici pour raconter un peu un parcours de vie à des enfants qui vivent une période de leur vie pas très drôle. Quand on est à l'hôpital, c'est souvent pas drôle. Voilà. Je rappelle que l'objectif de l'association Celui qui souffle, c'est simplement de rétablir un droit qui est stipulé dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui est le droit à l'accès à la culture. Et donc on fait venir un petit peu des artistes pour évoquer le métier d'artiste, et c'était vraiment un plaisir de t'avoir. Et donc effectivement, merci à Marie-Hélène Léry, qui est la présidente de Celui qui souffle. Madame la présidente, merci à vous. Et puis pour vous, je vous retrouve la semaine prochaine. Je ne sais pas avec qui, mais il y aura quelqu'un. Voilà. Merci à tous et puis à très bientôt. Au revoir Richard. Au revoir Damien, merci.